Bienvenue chez Vanity's Gallery. Notre but est aussi de faire de la pédagogie. Et il nous semblait intéressant de ce soir discuter un peu du marché de l'art et justement de son évolution depuis ces 15 dernières années. Aujourd'hui, j'ai regardé justement les chiffres publiés par ArtPrice, société créée dans les années 98, qui publie chaque année un bilan du marché de l'art. On peut retenir quelques chiffres intéressants comme le Royaume-Uni a une progression de 13% et la France de 7%. Pourquoi une telle différence? Ou alors, le marché de l'art contemporain pèse 15% du chiffre d'affaires global au niveau mondial. Pourquoi? Toutes ces questions, on va un peu les évoquer en simplicité. Ce n'est pas un cours, c'est plus une initiation. Et donc, je vais devoir revenir sur les années 2000. Dans les années 2000, nous avions en France un monopole qui était Drouot. En 2000, il y a eu la réforme sur les commissaires-priseurs qui autorisait des sociétés étrangères, si elles employaient un commissaire-priseur, de organiser leur propre vente aux enchères. C'est le cas pour Christie's, Sotheby's, Philips, Dorothea. Et ces sociétés se sont installées à Paris, ont créé des gros bureaux, plutôt dans le Triangle d'Or. Et très vite, elles ont réussi à gagner 60% des parts de marché en France. Et ce qui est très intéressant, c'est de comprendre maintenant l'évolution. Souvent, on considère que le marché de l'art au niveau mondial est dirigé par un duopole, Sotheby's, Christie's. Si nous regardons les chiffres de ces grosses sociétés internationales connues mondialement, on constate que les chiffres progressent. Nous sommes à l'entour de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires rien que pour Sotheby's. Je parle bien de chiffre d'affaires. Mais il faut savoir que les maisons de vente aux enchères chinoises progressent très rapidement et qu'actuellement le marché chinois n'est pas aussi facile d'accès pour les maisons de vente aux enchères étrangères. Revenons un petit peu sur le marché français. Donc, dans les années 2000, le marché français était entièrement géré, à la limite un monopole par Drouot. En 2003, les maisons de vente aux enchères étrangères ont le droit d'ouvrir leur propre maison. Et nous voyons par rapport à ce graphique que j'ai fait que le chiffre d'affaires de Drouot est passé de à peu près 400 millions d'euros à 360 millions d'euros en 2004. Puis ensuite, on voit une progression parce que justement, ils profitent de la communication de Sotheby's et Christie's pour augmenter leur chiffre d'affaires. Et de nouveau, on voit une chute en 2007. Cette chute en 2007, elle peut être liée à la crise de 2008. Puis à nouveau, on revoit une progression jusque 2011. Et 2011, on voit une chute importante. Cette chute importante peut être par contre liée au scandale des cols rouges. Les cols rouges qui ont plus ou moins fraudé dans la vente. Et ça crée un préjudice considérable pour Drouot. Et depuis 2014, comme le graphique l'indique, Drouot cumule un bilan des ventes aux alentours de 370 millions d'euros, c'est-à-dire bien en deçà de ses records en 2010 à 480 millions d'euros. Cette perte de marché a été compensée par la progression d'Arcurial, Sotheby's et Christie's. Dans le graphique suivant, je vous ai montré le bilan des ventes de chez Arcurial, où on voit clairement une progression constante d'Arcurial jusqu'à peu près 200 millions d'euros de bilan des ventes annuelles. Maintenant, Arcurial est l'une des 3 plus grosses maisons de vente aux enchères en France. Il semble qu'Arcurial veut devenir un leader mondial aussi important que Christie's et Sotheby's. C'est pourquoi ils ont complètement décidé d'avoir une stratégie similaire à Sotheby's et Christie's, plaçant leur siège social au rond-point des Champs-Élysées, dans un hôtel particulier, avec une clientèle qui est justement amenée à découvrir dans un lieu très prestigieux une stratégie adaptée. Tandis que Drouot est resté conforme en fait à sa tradition d'être plus à même d'appâter, de séduire les marchands et les antiquaires. Alors, évidemment, ce sujet est compliqué. Quelles sont les perspectives pour 2020
2030, il y a premièrement le marché chinois qui se développe énormément, qui s'ouvre de plus en plus à l'international. On sait que cette année 2018, le marché de l'art chinois n'a pas spécifiquement augmenté, voire a subi une légère diminution, mais c'est plus dû à une restructuration avec des leaders nationaux qui deviennent de plus en plus importants que réellement à une diminution du marché de l'art chinois. Par contre, la France reste péniblement le quatrième marché de l'art, loin derrière la Chine, les USA et l'Angleterre. Nous pesons à peine 4% du marché mondial, et là, nous en venons à la question politique, puisque évidemment, le marché de l'art est très lié à la politique, que ce soit des décisions politiques par rapport au prestige du pays, mais aussi que ce soit aux taxes d'importation et d'exportation des œuvres. Je vous présente donc un autre graphique qui vous présente l'évolution du bilan et du budget du ministère de la Culture et de la Communication en France. Sous la présidence de M. Jacques Chirac, on a constaté une légère augmentation jusqu'en 2007 qui correspond en fait à la création du nouveau musée du Quai Branly. Ensuite, sous la présidence de M. Sarkozy et de M. Hollande, on a constaté une diminution d'à peu près de 7,8 milliards à 7 milliards pour le ministère de la Culture et de la Communication. Depuis 2016 et 2017, 2018 même, on constate par contre une grosse augmentation jusqu'à peu près 10 milliards. Et ça, ce vœu présidentiel prouve qu'actuellement le gouvernement a décidé d'utiliser le ministère de la Culture comme un moyen économique et a compris l'intérêt. Mais il faut quand même mettre un bémol puisque à peu près 70% du ministère de la Budget est consacré aux médias, que ce soit France Télévisions ou la radio. Alors que les musées, évidemment, qui ont besoin des subsides gouvernementaux, emploient énormément de personnes. Donc, la question est de savoir quelle perspective du marché de l'art envisage M. Macron. Nous pouvons envisager qu'il a une vision très tournée vers la Chine, puisque son dernier voyage en Chine lui a fait visiter donc, le quartier chinois de Pékin qui est tourné vers l'art contemporain. Et il a signé pendant cette visite, il a signé justement une injonction pour diminuer les frais d'importation des œuvres chinoises en France. Donc on peut considérer que la présidence actuelle a compris l'intérêt de la Chine et de renforcer les liens entre la Chine et la France d'un point de vue économique, surtout d'un point de vue culturel. Donc nous pouvons, dans une moindre mesure, envisager que les développements entre la Chine et la France vont se développer et que les perspectives économiques vont se développer. Un fait intéressant aussi, c'est évidemment l'Angleterre, qui est le troisième marché mondial de l'art. La question du Brexit est de plus en plus pertinente, puis on constate en fait un ralentissement du marché de l'art au niveau londonien. La question qui se présentera dans les 2-3 ans, c'est est-ce que le Brexit va entraîner une diminution du marché de l'art au profit de Paris, ou est-ce que Theresa May va court-circuiter le système européen en présentant des avantages fiscaux qui feront que l'Angleterre sera encore plus compétitive comparée à l'Europe. Donc toutes ces questions sont très cruciales, elles se développent, elles demandent une stratégie appropriée pour nous galeristes, mais aussi pour les artistes, que ce soit le marché chinois, le marché anglais. Nous pourrions aussi parler du marché américain qui, par la montée du conservatisme, risque d'entraîner des lois restrictives sur l'importation des œuvres, comme tous les autres biens. Donc, évidemment, toutes ces questions, nous y attachons beaucoup d'importance et nous surveillons de près, puisqu'évidemment, toutes ces questions de géopolitique influent sur le marché de l'art et nous invitent à être vigilants. Donc oui, nous faisons de l'audace, oui, nous prenons des risques, mais nous les étudions avec conscience pour justement que l'artiste puisse vivre de son travail et que nous puissions ouvrir des ponts entre les différentes civilisations. Vous l'aurez compris,
le marché de l'art est beaucoup plus compliqué qu'un simple duopole entre Christie's et Sotheby's. Il faut voir la géopolitique, et ça nous y attachons beaucoup d'importance chez Vanity Gallery, puisqu'évidemment la stratégie doit correspondre à la société contemporaine, et nous prenons parti de travailler avec la Chine parce que nous considérons que dans les 30 années à venir, c'est un marché porteur. Mais nous n'oublions pas l'Europe qui, malgré ses restreintes, on va dire, économiques, a un potentiel énorme. C'est pourquoi nous voulons mixer les deux. Merci en tout cas de votre écoute. Sachez qu'on se retrouvera régulièrement pour discuter du marché de l'art et je vais essayer de vous donner des briques pour mieux comprendre ce marché ô combien compliqué. Merci à tous.